Bienvenue à toutes et à tous à Béton Salon. On est ravis d'accueillir le Centre des politiques de la Terre qui a organisé cet événement. Je vous laisserai introduire. Béton Salon, c'est un centre d'art et de recherche. On est situé sur le campus de l'université depuis 2007, date de l'ouverture du campus. On est un centre d'art indépendant. Indépendant aussi de l'université, même si on collabore très régulièrement avec l'université, les différents chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes. Et avec le salon, vous pouvez voir des expositions. On accueille environ 3 expositions par an, donc de septembre à juillet. Et on accueille aussi toute une série de rencontres. On accompagne des artistes en résidence également sur des projets au long cours. Et d'ailleurs, on accueillera à partir de l'année prochaine, en collaboration avec le Centre des politiques de la Terre et les biocultures de l'Université de Paris-Cité, l'autrice Phoebe Hadjimarkos-Clarke en résidence en culture. On aura l'occasion de vous en reparler très prochainement. Je souhaite un très bon événement. Et si à l'issue de l'événement, vous voulez qu'on fasse une petite visite de l'exposition dans laquelle nous nous trouvons, qui est une exposition de l'artiste peintre Sylvie Fanfon, n'hésitez pas, on sera ravis de vous présenter son travail. Merci. Bonjour. Donc, nous, on représente la Cité du Genre qui co-organise l'événement, finalement. Et le pôle société civile est ravi d'être associé au Centre des politiques de la Terre pour cette table ronde matrimoine. Tu veux dire quelque chose, Marie-Monique? Oui, je voulais souligner aussi que c'est dans la continuité de collaboration justement aux deux instituts, parce que l'année dernière, on a aussi fait une table ronde au sein de la Cité audacieuse de la Fondation des femmes sur la féminisme. Et on a aussi fait une table spécifique dédiée à ce sujet lors d'un colloque organisé par le Centre de politique de la Terre. Bienvenue. Bonne séance. Je vais donc juste dire un mot sur le Centre des politiques de la Terre. Donc, on a un laboratoire hors les murs que j'anime avec des collègues de toutes les disciplines. On travaille sur la question environnementale au sens très large du terme. Et pour nous, et ça depuis les débuts, et là pour les années à venir, l'enjeu de la recherche et de la création et de leur mêlement est fondamental. Donc, il peut s'agir d'art visuel, il peut s'agir d'art littéraire, comme avec Philippe, et on va poursuivre dans les années à venir ce programme de résidence d'écrivains, d'écrivaines. L'enjeu, c'est de faire de cette question environnementale, au sens très large du terme, une question qui s'énonce non seulement scientifiquement, mais poétiquement, plastiquement, littérairement, et qui trouve les mots pour le dire dans ces différentes langues. Donc, il y a un enjeu de traduction, il y a un enjeu de diffusion et il y a un enjeu d'appropriation publique large. Donc, c'est en ce nom, et notamment parce que nous sommes toute une petite équipe au sein du Centre des politiques de la Terre à avoir à cœur les questions féministes ou de la place des femmes sur cette question environnementale. Et pour finir, je voudrais vous renvoyer à un récent article de Mediapart qui fait écho à des travaux très nombreux à l'international, mais qui sont sous-diffusés en France, sur le fait que le changement climatique et les bouleversements environnementaux vont toucher massivement les femmes et les enfants, qui se trouvent pour la plupart, lors de catastrophes naturelles, laissés à l'arrière, en cas d'inondation, en cas de feu, en cas d'autres événements, et que ça va avoir un impact absolument extrême sur cette question des inégalités de genre. Donc, avoir ça en conscience fait partie aussi de ce travail qu'on va faire aujourd'hui collectivement, de déployer d'une certaine manière le matrimoine ou ce que laissent les femmes en matière environnementale à la postérité. Voilà, je vais finir là-dessus et céder la parole à Clara Louise. Bonjour, donc je me présente très brièvement parce que je vais être la modératrice de cet événement. Donc Clara Louise Mourier, doctorante en littérature et environnement.
Et je suis ravie donc d'être ici avec vous aujourd'hui pour un thème quand même d'actualité, matrimoine avec un S, hein, c'est important, peut-être qu'on en parlera, vers une écologisation des pratiques. J'en profite d'ailleurs pour remercier le Centre des politiques de la Terre, la Cité du Genre et Béton Salon. Et avec plaisir pour la visite, par ailleurs. Donc, au programme, nous avons des experts dans différentes disciplines, donc du militantisme politique et voilà, mais aussi de la recherche, de la création, et je les présenterai au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus sympathique pour le public au fur et à mesure. Et avec ces différentes perspectives, qu'elles soient académiques ou artistiques, on pourra obtenir un panorama assez diversifié en fait, de ces questions-là pour cette table ronde. Et donc, je vais commencer par une petite introduction toute petite du thème de matrimoine, simplement pour évidemment commencer par dire que ce n'est pas un néologisme, parce que souvent, en fait, c'est l'une des premières accusations. C'est un terme qui existait au Moyen-Âge, qui est un terme juridique. C'était les biens maternels qui s'opposaient donc aux biens paternels, le patrimoine. Voilà. Et c'est un terme qui est tombé dans l'oubli, donc peut-être qu'on parlera des logiques d'effacement ou de disparition. Et qui a été réhabilité et réactualisé au début des années 2000, notamment avec la figure d'Aurore Evin, qui est à la fois metteuse en scène, comédienne, dramaturge, autrice, historienne du théâtre. Et aujourd'hui, en fait, il désigne toutes les tentatives de réappropriation de ce passé culturel et artistique perdu, ou effacé, justement, peut-être. Et la question que nous nous poserons, que je vous poserai en vérité, c'est ce que l'écologie peut apprendre justement du matrimoine. Donc, par exemple, apprendre à habiter le territoire, mais aussi apprendre à faire face à ces logiques d'oubli et d'effacement, notamment en ce qui concerne la mémoire du vivant, l'effacement du vivant, des animaux, des espèces, c'est un sujet important. Donc, je vais me tourner vers Olivier Darmanin pour que vous présentiez le projet matrimoine de l'association HF Île-de-France. Vous êtes trésorier et membre du conseil d'administration bénévole de HF Île-de-France depuis 2017. Vous êtes membre de la commission matrimoine de HF Île-de-France et vous êtes également, du côté professionnel, fonctionnaire territorial. Et donc, ma première question, c'est quels sont les objectifs principaux de l'association Île-de-France en France et quelles sont les actions pour promouvoir justement ces artistes oubliés ou effacés de l'histoire. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc HF est né, donc HF homme-femme, est né il y a 15 ans, suite au rapport d'une femme qui continue à parler et à écrire sur ces questions, Reine Pratt, qui en 2006 et en 2009, au nom du ministère de la Culture, a compté le nombre de femmes dans les arts et la culture. Et le résultat de cette enquête a eu l'effet d'une bombe, puisqu'on s'est rendu compte, quand je dis on, c'est celles et ceux qui n'avaient pas posé la question à cette époque-là, du faible nombre de femmes dans les arts et la culture. Et donc, des comédiennes, des autrices, des metteuses en scène ont dit on ne peut pas en rester là, donc elles ont créé HF. Aujourd'hui, il y a 11 collectifs régionaux, Réunion, Grand Est, etc., parce qu'on fonctionne en région et on se réunit quelques fois par an pour faire un peu de point sur nos actions. Et donc, depuis 15 ans, qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif qu'on a à peu près tenu, en tout cas comme action, parce que notre objectif, c'est de ne plus exister, puisqu'il y aura l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. C'est notre point d'arrivée. En attendant, on a développé, on a proposé une façon de compter. Parce que tant qu'on ne compte pas, il y a l'illusion de l'égalité. C'est vrai dans les arts et la culture, mais c'est vrai partout. Et dès qu'on commence à compter, là, on se rend compte de la réalité. Ensuite, on a fait en sorte de défendre aussi l'idée d'un mot qui peut paraître un peu complexe, mais on devrait s'en sortir, qui s'appelle l'égaconditionnalité. C'est de faire en sorte que, notamment avec les aides publiques, qui sont souvent le cas dans les arts et la culture, si 1 euro est donné à un homme ou une compagnie composée d'hommes, alors 1 euro est donné aussi à une compagnie qui est dirigée ou animée par une femme. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout, le rapport est plutôt de 80-20. Et alors que ce sont des aides publiques, de l'argent, nos impôts qui, jusqu'à preuve du contraire, sont financés autant par les femmes que par les hommes. Et puis, c'est aussi des modes d'action, donc plusieurs, des plaidoyers. On a participé, encore jeudi, après-demain, nous sommes auditionnés par l'Assemblée nationale
dans le cadre de la commission d'enquête contre les violences sexuelles dans les spectacles vivants et dans le cinéma. Donc ça, on le fait, effectivement, sur la base des travaux d'Aurore Évin. Notre action, et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est depuis 10 ans en Île-de-France d'organiser les journées du matrimoine, en même temps que le patrimoine, pour mettre en valeur des créatrices du passé. Merci beaucoup. Et quels sont en fait les impacts concrets et les retours aussi du public de ces journées du matrimoine? Moi, à titre personnel, je sais que j'ai découvert la Villa Vassiliev à côté de la Tour Montparnasse grâce aux journées du matrimoine. Et j'imagine qu'il y a d'autres retours, peut-être nombreux depuis 2015, parce que c'est depuis 2015 en fait que vous les organisez. Tout à fait. Et donc, ça, c'est le dernier flyer de septembre 2023. Donc, en fait, pendant 2 jours, c'est une vingtaine d'événements dans toute l'Île-de-France. Alors, le résultat, c'est que malheureusement, il faut qu'on continue à le faire, puisque les institutions culturelles qui devraient s'en emparer ne le font pas complètement. Donc, quand on parle patrimoine, on parle encore des créations d'hommes. Quand on compte, c'est encore le cas, malheureusement. Donc, le résultat, c'est qu'on n'y est pas arrivé encore, mais en revanche, on n'est plus les seuls à en parler. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on parlait matrimoine, il y avait de l'indifférence ou parfois de la violence. On considérait que c'était inutile, que c'était un néologisme, qu'il n'y avait pas de problème, parce que s'il n'y avait pas de femmes, c'est qu'elles n'avaient pas de talent, et je vous en passe tout le bingo antiféministe qu'on a pu entendre. Aujourd'hui, des hommes continuent à le penser, et quelques femmes, mais elles ne le disent plus aussi ouvertement. Et puis surtout, les médias s'en sont saisis. Je vous dis avec un petit peu une biographie, mais par exemple, bon, certes, c'est un magazine féministe quand même, mais il y a eu, en tout début de leur numéro sur le matrimoine, un article entier sur le matrimoine en citant notre action. Ça, il y a 10 ans, c'était même pas imaginable. Donc, ça progresse un peu du côté des médias. Ça progresse aussi un peu du côté du public qui s'en saisit, parce que quand les personnes n'étaient pas au courant, sont au courant qu'il y a eu des créatrices depuis des siècles, elles ne peuvent plus l'enlever de leur tête et de leur désir de découvrir des créations autres que celles faites par des hommes. Voilà. Et puis pour les femmes elles-mêmes, et ça c'est un élément important, qui mettent en avant le matrimoine, j'ai constaté avec les militantes de l'association qu'il y a on dirait un retour de flamme, il y a comme une réhabilitation et ça vibre différemment que quand on met en scène une œuvre d'homme, parce qu'on va parler à certains endroits d'éléments qui vont parler à la comédienne du présent. Donc c'est une réhabilitation, une restauration du fil qui a été coupé d'une lignée de créatrices de plusieurs siècles avec aujourd'hui et surtout demain. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus touchant émotionnellement de voir en quoi c'est quelle profondeur ça résonne chez les femmes qui jouent des œuvres ou qui parlent des œuvres de femmes. Merci beaucoup. Peut-être que ça avait une question, c'est une question que j'ai posée à tous les participants, mais comment ça résonne en vous, matrimoine et écologie? Je vais ouvrir les autres. Oui, alors, c'est effectivement le sujet du jour. Peut-être qu'il y a un point commun, c'est que les enjeux liés à la création des femmes et les enjeux liés à l'écologie ont été un peu trop longtemps effacés ou remisés à plus tard ou délégitimés, mis de côté. Peut-être aussi que ces deux questions-là, par le pouvoir tel qu'il est la plupart du temps exercé par des hommes, le plus souvent blancs, le plus souvent plus de 50 ans, ont mis de côté les questions liées à la création des femmes et les questions liées à l'écologie, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons d'argent et aussi de la manière dont fonctionne la société. Et puis, j'ai réfléchi à cette question-là entre les deux. Il y a quand même, depuis plusieurs années, eu déjà des liens entre féminisme et écologie, même si ce n'est pas l'addition de ces deux mots. Il y a évidemment l'écoféminisme, qui est plus que l'addition de l'écologie et du féminisme. Et notamment l'année dernière, dans le cadre des Journées du matrimoine en Île-de-France, dans le 14e arrondissement, on a montré un documentaire sur Françoise Le Bon, qui quand même disait en 1974, dans son essai « Le féminisme la mort », qu'il y avait un lien total entre la violence faite aux femmes et la violence faite à la nature, et que finalement l'illimétisme, le fait qu'il n'y ait pas de limite de la société patriarcale, et à l'époque elle dénonçait le nucléaire, eh bien, finalement, poussait à l'épuisement des ressources, mais aussi à l'épuisement des femmes. Donc, il y a une figure comme ça, moi, qui m'a beaucoup impressionné et touché. Cette femme a un parcours remarquable, parce qu'elle s'est aussi battue à côté des hommes et femmes homosexuels. Elle a cofondé le phare. Voilà. Donc, elle-même, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas qu'une seule passion. Il y en avait plusieurs, et
elle a passé sa vie à défendre. Et l'année dernière, il y avait ses enfants et une chercheuse et celle qui a fait le documentaire. Et c'était passionnant de voir que déjà dans les années 70, tout était su, tout était écrit. Merci beaucoup. Et je vais poser la même question en fait aux autres participants de leur point de vue, qui sont des disciplines différentes. Je ne sais pas si Alors, Nathalie Blanc. je vais éclairer cette question un peu d'une anecdote historique. Donc, je suis géographe, je fais énormément de terrain et des terrains lointains parfois. Donc, j'ai travaillé par exemple sur les révoltes anti-barrage en Amazonie et notamment auprès du bateau des femmes. On était dans les années 2005. J'ai eu l'occasion de voir des luttes anti-barrage également en Chine et celles qui les menaient, qui étaient également des femmes. Donc, si vous essayez de réfléchir à pourquoi ces femmes menaient ces luttes, et on trouve énormément de femmes dans les luttes de proximité environnementale, il y a une réponse qui est très claire et dont on fait peu écho dans la presse, c'est que ça touche la manière dont elles peuvent vivre au quotidien sur ces territoires. Donc, ça touche les logiques de subsistance qu'elles ne peuvent pas reproduire sur ces mêmes territoires. Par exemple, faire dévier l'eau d'un territoire, c'est les obliger à aller chercher l'eau beaucoup plus loin pour alimenter la communauté qu'elles approvisionnent. Donc ça, on le retrouve répété sur de très nombreux territoires. Et en revanche, ces femmes sont très peu représentées dans les grandes organisations environnementales, les premières des années 70, à savoir Earth First, Greenpeace, ou ces grandes organisations des débuts, qui étaient plutôt des organisations qui étaient liées à la défense de la nature sauvage, on va dire, avec une espèce de mythification de cette nature sauvage qui la voyait être opposée à cette nature quotidienne que défendaient les femmes, qui étaient inscrites dans des logiques de subsistance. Donc cette partition-là, elle est très claire et on la retrouve aujourd'hui à toutes les échelles. Et donc, dès 2005, je commence à défendre cette question d'environnementalisme ordinaire, ce que j'ai appelé, c'est-à-dire cette question des femmes qui prennent en charge cet environnement du quotidien dans une logique de reproduction de la vie et du vivant. Et donc, comme j'ai travaillé notamment sur la manière dont les femmes s'engageaient dans des environnements de type urbain ou des environnements un peu destroy à protéger telle et telle espèce ou même et qu'elle nous disait aux hommes les éléphants, à nous les chats errants, et d'une certaine manière elle reproduisait cette partition. Je me suis dit là il y a un vrai sujet. Donc, dès très tôt, vers, je crois, 2006-2007, j'ai tenté d'alerter les organisations et notamment, il y avait eu un grand moment de rencontre des organisations féministes suite à l'affaire Strauss-Kahn et on s'était tous retrouvés à la Cigale. Alors, j'arrive plus à me souvenir des années et j'avais dit, mais les femmes contribuent à l'environnement, en sont des créatrices, des reproductrices et ne sont pas simplement des victimes des violences en question. Et cette logique de contribution, il faut la prendre en compte, sinon on ne comprendra pas à quel point l'environnement est aussi fait de ces gestes-là. Donc, il y a une logique politique derrière cette façon de voir. Et comme je venais également de l'art, puisque j'avais fait cette logique de créativité qui est très clivée du point de vue des genres, je me suis dit, eh bien, cette œuvre qui est l'environnement, il faut le penser comme une œuvre avec sa logique esthétique, je n'ai pas le temps de le déployer ici, mais en ce qui concerne les espaces urbains, c'était extrêmement clair, hein. Et il y a eu des travaux notamment de théoriciens italiens à ce sujet, eh bien, cette œuvre, elle est notamment portée par les femmes en ce qui concerne ces logiques de reproduction. D'où la question du matrimoine et l'intérêt que je porte à cette notion, puisqu'elle permet de rendre visible ce qui est toujours invisibilisé, à savoir la contribution des femmes à la reproduction de notre futur. Voilà, je crois que j'ai essayé de dresser en quelques lignes. Bon, voilà. Cécile Rousseau, je présente.
Oui, parce que du coup, je suis un petit peu en retard. Donc, Nathalie Blanc, vous êtes directrice de recherche au CNRS. J'ai pas pensé. Non, C'est vrai mais directrice du Centre des politiques de la Terre et pionnière en éco-critique en France. Vous avez publié et coordonné des programmes sur la nature en ville, l'esthétique environnementale. Et c'est ce que vous disiez aussi, c'est vous vous intéressez donc d'un point de vue de la géographie, donc ça c'est votre discipline d'ancrage, mais également aux connexions avec l'art. Et peut-être qu'on en reparlera, parce que à titre personnel, je suis aussi très intéressée par cette interdisciplinarité-là entre géographie, art, création. Voilà. Et maintenant, je me tourne vers Cécile Godot. Désolée, voilà. Donc, professeure de littérature américaine aux États-Unis à l'Université Paris-Cité. Et bon, je tutoie parce qu'on se tutoie en vérité. Donc, tu cherches à articuler littérature et politique dans la littérature américaine du long 19e, et en particulier dans le livre La Nouvelle-Angleterre, politique d'une écriture, récit, genre et lieu, publié aux presses universitaires de Paris-Sorbonne en 2012. Tu étudiais les écrits de femmes régionalistes du dernier tiers du 19e. Et donc, c'est très intéressant comme lien avec le patrimoine, évidemment, l'écriture régionaliste et dans son ancrage au territoire également. Je ne sais pas si c'était à ce titre que tu voulais… Oui, bah, je peux poursuivre aussi la réflexion de Nathalie, mais de mon point de vue. Alors, patrimoine, écologie et les invisibiliser. Donc, moi, quand j'ai commencé, pour une anecdote, quand j'ai commencé à travailler sur ces régionalistes américaines de la fin du 19e, personne vraiment ne les connaissait en France. Et quand j'ai voulu faire ma thèse, mon directeur de thèse m'a dit non, il faut quand même ajouter quelques hommes là, parce que ça ne va pas aller. Et j'ai dit ben non. Non, parce que je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Les régionalistes, en tant que femmes aussi, ont voulu faire quelque chose de différent. Et donc, les invisibiliser, bon, bah, elles sont moins invisibles maintenant. Donc, j'ai apporté, j'ai fait deux traductions. En fait, la traduction, ça fait partie aussi de ce mouvement-là. Donc, là, c'est deux traductions de la même autrice, Sarah Jewett. Bon, je vous en parlerai un peu plus si vous voulez pour les questions. Je peux même vous lire quelques bouts. Et donc, comment je prendrais la question? Je pense que je pourrais la prendre du point de vue de la langue, parce que c'est comme ça que je réfléchis, parce qu'en littéraire, voilà, on a aussi ça comme objet. Et donc, je me suis dit, matrimoine, comment on traduirait en anglais? Sandeep, tu vas m'aider là, mais il me semble que matrimony, c'est pas du tout ça. Matrimony, c'est le mariage. Voilà. Donc, si on voulait jouer comme on joue aujourd'hui en France, matrimoine, patrimoine, ça ne marche pas. Pour traduire le patrimoine, en anglais, on va dire heritage. Et si c'est un legs privé, ce sera estate. Mais voilà, patrimony existe d'ailleurs, mais donc matrimony, ça ne marche pas. Et donc, je me suis dit, mais pourtant, les femmes artistes, écrivaines, elles ont eu ce combat qu'on a aussi aujourd'hui. Donc, comment elles s'en sont sorties? Bon, ben, vous le savez tous et toutes, c'est en créant un mot, là, du coup, c'est créé, c'est her story et non history. Bon. Her story, alors avec le changement d'adjectif possessif, c'est son histoire à elle. On compte une histoire par les hommes, pour les hommes, à propos des hommes, une histoire dont le point de vue, la perspective serait située du côté des femmes. Mais aussi du point de vue littéraire, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est parce que ça met en valeur le mot de story. Et story, c'est aussi le conte. Voilà. C'est aussi la fiction. Et donc, c'est à l'opposé d'une histoire, de l'événement, de la rupture, une histoire vectorisée d'un point de vue, enfin, d'un début, milieu, fin. Et aux États-Unis, souvent la fin, c'est l'Ouest à l'époque. On va de l'Est à l'Ouest. C'est une histoire, alors story, un conte, une fiction, du quotidien, de la répétition. Toi, ce que tu dis, l'environnementalisme, comment tu l'appelles? Ordinaire, voilà, c'est super. Ordinaire. L'ordinaire, c'est vraiment quelque chose qui nous frappe quand on lit ces textes. Donc, c'est la répétition, ce n'est pas l'événement. Ça tourne au lieu d'aller quelque part. Et donc là, il y a quelque chose qui a intéressé les féministes américaines, mais qui
qui pourrait nous intéresser aussi aujourd'hui, c'est un autre mot anglais alors, qui s'appelle plot. Et plot, c'est super intéressant, probablement venu du français complot, mais plot, c'est l'intrigue. C'est l'intrigue avec le milieu, début, milieu, fin, dans ce que je disais sur la vectorisation. Mais c'est aussi le lopin de terre, c'est-à-dire ce territoire qu'on a circonscrit et que l'on s'approprie. Donc, il y a cette idée de propriété. Et donc, propriété et legs. Bon, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Or, le plot, c'est justement ce contre quoi ces écrivaines régionalistes, qui sont des écrivaines du lieu, hein, ont voulu se battre. Et donc, des livres comme ça, surtout celui-là, Le pays des sapins pointus, c'est un livre qui n'est pas un roman parce qu'il n'a pas d'intrigue, parce qu'il commence, le premier chapitre, ça s'appelle Le Retour. Bon. Et le dernier chapitre, ça s'appelle Un regard en arrière. Et ça tourne. C'est une narratrice qui vient dans ce lieu qui va devenir un pays. Et un pays, à nouveau, c'est pas plot. Le pays, c'est ce à quoi on tient. Je vais prendre Jean-Luc Nancy, c'est ce à quoi on tient, ce qui nous tient. C'est une question d'investissement émotionnel aussi. Donc, voilà, donc je vais m'arrêter là, mais cette histoire de contre le plot, si vous voulez, qui serait ce que font ces écrivaines-là. Merci beaucoup. Peut-être un point de vue artistique ou... Oui, Violaine? Moi, quand j'ai lu la question, après, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. J'en ai... Oui, je vais le faire après, du coup. Mais oui, je vais représenter. Ah oui. Alors, donc, artiste, chanteuse, accordéoniste, performeuse. Je suis surtout performeuse. Performeuse, oui. Avec une pratique au croisement de l'art contemporain, de la musique expérimentale, de la poésie sonore également. Et vos projets naissent aussi de rencontres et de collectes d'entités, qu'elles soient humaines, animales, végétales, minérales, ce qui est plus intéressant aussi du point de vue de ma recherche. Donc, je pose des questions peut-être en fin d'intervention. Et vous êtes aussi nourri par des chercheurs contemporains. C'est intéressant, cette interdisciplinarité-là aussi. Bruno Latour, Vinciane Després. Intéressé également par la notion d'hybridité et de collectivité. Voilà. Et peut-être que ce qui est, après, on parlera peut-être d'autres éléments, mais peut-être que ce qui serait intéressant, c'est le travail de la voix, puisque Matrimoine, il y a une idée de voix et sonorité humaine non humaine. J'ai vu notamment votre travail Babel sur les bébés, les balbutiements des bébés, les babyles, voilà. Et le chant des oiseaux aussi, autre domaine, autre babyle, mais d'oiseaux dans Hybrid, c'est Hybrid, Hybrid Bird, oui, voilà. Donc je vous laisse peut-être parler de votre travail et de ce que ça vous a inspiré. Merci pour cette belle présentation et merci pour l'invitation. En fait, en lisant, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là et si je le suis, ça serait plus dans une approche sensible et artistique qui ne veut pas gérer une synthèse scientifique. Mais disons que la question de matrimoine, tout de suite, ça a évoqué en moi la question du matrilinéaire. Et en fait, tout de suite, il y a un renversement, justement, où le patrimoine ne serait pas, je dirais, un reflet ou un miroir du patrimoine. Et dans les sociétés matrilinéaires, on sait que c'est un autre système de fonctionnement et qu'il n'y a pas du tout un inversement, en fait, du système. Et donc, je voulais tout de suite dire que, pour ma part, me revendiquer féministe, je le suis de manière intersectionnelle et que ce n'est en aucun cas une exclusion d'un autre genre. Donc, je suis femme cisgenre hétérosexuelle, voilà, mais j'ai beaucoup disons que mon parcours de vie fait que je suis très liée à d'autres causes de minorités de genre et de minorités aussi d'origine géographique, de minorités au niveau du corps qui sont hors normes parce qu'ils ont eu des maladies, parce qu'ils ne sont pas en bonne santé ou ils sont dans une santé autre. Et donc, dans ces questions que j'ai lues, tout de suite, il y a quelque chose qui m'a posé question dans le terme matrimoine et de parler de femme artiste tout de suite d'emblée. Je voulais juste interroger qu'est-ce que c'est. Et peut-être que justement, matrimoine, c'est une façon de repenser les binarismes qui sont hérités de la pensée moderne patriarcale, à savoir homme
femme, animal, humain, sorcellerie, science, occidental, africain ou extra-occidental, ou peu importe. Et en fait, peu importe, non, mais disons occidental, exotique, par exemple. Et là-dedans, en fait, voir cette chance qu'on a en ce moment, cette crise qu'on vit, parce que il y a quelque chose d'une crise systémique de société qui est passionnante à vivre. On a beaucoup de chance de la vivre en ce moment. Non, mais il faut le dire, parce que c'était pas le cas encore, c'était pas aussi présent, en tout cas dans l'art contemporain, ça l'est. Dans la musique expérimentale, c'est en train d'arriver. Dans l'art contemporain, c'est là depuis, je dirais, plus présent depuis une dizaine d'années. Mais c'est passionnant ce qu'on est en train de vivre sur cette espèce de changement de paradigme. Et tout ça pour dire que penser ces questions-là, c'est peut-être la chance justement de penser entre et dans un trouble, pour reprendre un mot de Donna Haraway, et je ne me considère pas comme une femme artiste. Enfin, c'est pas un mot que je revendique parce que pour moi, il est exclusif. Enfin, il y a quelque chose qui l'exclut, alors que ma pratique, elle est justement border, elle va tout le temps être dans une espèce d'entre-deux où elle n'est ni l'une ni l'autre, et elle est entre cette espèce de zone où il n'y a pas forcément toujours des mots pour le nommer. Et pour ma part, le lien à l'environnement, je dirais, est là depuis toujours, sauf que c'est moins ma condition, parce que je me considère quand même femme en tant que minorité politique aussi, de classe aussi. C'est moins cette condition-là qui m'a permis, qui m'a donné la légitimité de formaliser ces questions écologiques dans mon travail, que plutôt le lien que j'entretiens depuis toujours, presque toujours depuis mes 16 ans, avec des cultures qui ne sont pas les miennes à la base. Et notamment, une des premières expériences de vie avec l'accordéon, parce que je suis en effet musicienne au tout début, enfin au début, ça irrite toujours, mais par le biais de la musique, j'ai pu m'approcher d'autres cultures où j'étais pas née là-bas, notamment dans le Salento où j'ai passé plusieurs mois avec un intérêt porté à la Pizzica Pizzica, qui est un des derniers phénomènes de trance en Europe, où il y a une hybridation entre la femme et l'araignée. Les cueilleuses, en fait, les cueilleuses d'olives deviennent araignées à certains moments de leur vie et sortent de, enfin, il y a plein de rituels pour qu'elles reviennent à une sorte d'humanité pure, pour jouer avec les mots de impur, qu'est-ce que pur, enfin, bref. Et donc après, il y a aussi la rencontre avec les Sami en Suède du Nord, à qui j'ai passé beaucoup de temps pour un intérêt porté au yoik, qui sont des chants où c'est pas un chant à propos de la montagne, c'est l'âme chantée de la montagne, l'âme chantée de la terre, du lac, du bébé, du vieux, enfin, il n'y a pas du tout cette séparation comme on a, nous, dans des cultures plus occidentale, patriarcale. Et puis plus récemment, étant mariée à un Béninois et ayant vécu ces 3 dernières années au Bénin, l'entrée aussi dans ma vie intime de l'animisme et du panthéon vaudou, avec évidemment une pensée, je dirais, écologique, mais latente. Ça se dit pas comme ça, mais c'est vraiment un système de pensée qui, en fait, tu vas pas aller couper la mangrove à un certain moment de l'année, sinon tu vas prendre le risque d'un retour des divinités, d'une malédiction pour ta famille, par exemple. Donc, il y a toutes ces pensées-là qui ont nourri, en fait, mon travail, enfin, ces rencontres-là, en fait, empiriques, beaucoup plus que des lectures, bien qu'en effet, j'ai des discussions régulières avec des anthropologues, Nastasia Martin, entre autres aussi, et après, qui m'a donné une légitimité à formaliser des choses que je ressentais depuis que j'étais enfant, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, en fait, parce que c'est des liens qu'on a à l'environnement qu'on ressent depuis toujours, et c'est le verbe, la langue qui coupe, la langue française aussi, qui est très particulière, qui va nous séparer, qui ne va pas nommer une relation, en fait, d'hybridation, enfin, moi que j'appelle hybridation, une relation poreuse, en tout cas, qu'on a au monde qui nous entoure. Est-ce qu'il y a vraiment une séparation entre mon oreille et l'oiseau que j'entends depuis que je suis née et qui chante à la fenêtre de la maison familiale? Qu'est-ce que c'est cet oiseau-là dans mon intimité? Qu'est-ce que c'est en moi? Et c'est justement ces questions-là, notamment dans High Bird, qui sont posées. Cette question de l'hybridation, c'est-à-dire ne pas aller imiter des oiseaux, mais vraiment aller dans leur rencontre, leur écoute, et d'aller chercher une tierce voix entre ma voix propre et celle d'une entité avec qui j'ai une relation affective, en fait, d'émotion. C'est pour ça que je parlais d'intuition, d'émotion, qui sont des gros mots aussi, dans certaines périodes, sont présentes. Et après, plus récemment, l'entrée aussi du sacré dans ma vie, du spirituel, par toutes ces relations dans ma vie intime, qui fait que tout à coup aussi des choses
de sorte de langage secret que j'entretiens avec l'environnement, et comme beaucoup d'entre nous, tout à coup, ont pu être nommés par le biais de rencontres, notamment au Bénin. Et c'est-à-dire aussi comment le spirituel, comment le sacré, comment certaines lois et certaines sensations qu'on peut avoir de l'environnement et de la relation qu'on a à l'environnement permettent aussi un respect, en fait, et un terrain commun. Voilà un peu comment j'ai entendu la question. Désolée d'avoir dû un peu épiloguer pour me situer à l'intérieur du débat. C'est très intéressant. Et j'ai entendu mangrove. Donc, je vais rebondir là-dessus. Je ne sais pas si je peux vous introduire parce que je me dis que là, il y a un lien qui est quand même intéressant avec évidemment deux disciplines différentes. Donc, Renata Freitas Machado, anthropologue, spécialiste des liens multi-espèces. Donc, c'est pour ça aussi que la continuité est assez saisissante. Et des intersectionnalités, là encore, on peut voilà, faire un parallèle. Donc après une thèse en anthropologie sociale défendue en 2019, vous êtes post-doctorante de la Cité du Genre et du Centre des politiques de la Terre. Et vous étudiez, en quelques mots, parce que vous avez justement parlé, vous étudiez les logiques d'extractivisme et d'accaparement des milieux par les activités minières au nord-est du Brésil et en Guinée-Bissau. Et vous vous intéressez en particulier aux relations interespèces et à ce qu'on pourrait appeler l'écologie de l'ordinaire aussi, de ces femmes cueilleuses de coquillages sur ces territoires-là. Oui. En fait, moi, j'appelle plutôt écologie du sensible en utilisant Timmy Hugo, un anthropologue. Il parle de l'écologie du sensible, de la poétique de l'habité. Et c'était comme ça que j'ai commencé à travailler avec les femmes. Avant, pour ma thèse, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur les femmes ramasseuses de coquillages. J'ai travaillé sur la relation avec la mort et les morts. Et après, en regardant les femmes dans la mangrove, cet écosystème spécifique, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à interroger par rapport à cette écologie. En fait, comme les femmes avaient des savoirs sans essentialiser ou naturaliser, mais des savoirs spécifiques, comment marcher, comment fonctionner cet écosystème. Et en fait, c'est des femmes, dans le cas du Brésil et dans le cas de Guinée-Bissau, c'est des femmes qui vont travailler dans la mangrove pour récolter des coquillages, pour les vendre. C'est des huîtres, des moules, ou des crabes aussi. Et spécifiquement au Brésil, je travaille beaucoup avec des femmes qui ramassent des huîtres. Et pour faire dialogue par rapport à cette idée de dialogue d'écologie du sensible et aussi de la mangrove, pour ramasser des huîtres, les femmes vont utiliser une épée spécifique, né, pour faire retirer les huîtres qui sont accrochées dans les palutiviers de la mangrove. Et dans ces mouvements, elles vont laisser des cicatrices sur les palutiviers. Et aussi, à la fin, elles font aussi la triage des huîtres pour les vendre, parce qu'en fait, elles vont vendre ça pas dans les coquilles, mais hors des coquilles. Elles aussi vont sortir, couper les bras pour des distractions, en fait. Les bras aussi sont coupés pour ce mouvement, ce travail, en fait. Et l'idée de penser que dans cette relation entre les femmes palutiviers, les palutiviers, les femmes vont avoir des cicatrices de cette relation qu'elles vont entretenir longtemps avec cet écosystème de la mangrove. Et pour faire aussi dialogue avec l'idée du matrimoine, moi aussi au Brésil, on utilise le matrimoine pour les mariages. Moi aussi, j'étais surprise avec l'idée du matrimoine en tant que mariage, mais aussi comme ces liens, en fait, on va raconter l'histoire des femmes. Et je pense que dans le cas spécifique de ces recherches que j'ai faites, que je travaille, quand j'ai commencé, j'étais intéressée par rapport à l'anthropologie de la technique. Et en regardant, il y avait plusieurs travaux qui parlaient sur les techniques. Et les techniques qui ont parlé en général, c'est les techniques qui étaient faites pour les hommes. Et après, c'était pour ça que j'ai dit, il faut quand même, il y a plusieurs travaux dans l'anthropologie sur la pêche, mais il n'y a pas de travaux spécifiques sur le ramassage des coquillages qui pourraient être pensés aussi comme la pêche, mais c'est spécifique, c'est une activité des femmes. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur le ramassage des coquillages, avec cette idée aussi
dans cette écologie sensible, c'est pas uniquement les femmes, mais c'est un rapport que les femmes vont avoir avec plusieurs espèces, que ça peut être les crabes, les huîtres, les paludiers. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut appeler ça des relations multispécifiques. C'est ces rapports qu'on a avec la nature d'une autre façon. De ne pas imaginer qu'en fait, il y a ces exceptionnalismes, mais il y a quelque chose dans cette relation qui va créer des cicatrices dans les corps des femmes, mais aussi dans les branches des paludiers. C'est intéressant. Mais avant tout, je dois vers Johanna Blanc, que je vais présenter tout de suite. Prise de parole. Alors, vous êtes artiste, autrice et militante féministe. Vous avez une pratique personnelle et collective du texte. Et vous dirigez plusieurs projets de micro-édition, tels que la revue Escalier, les éditions Cacahuètes et les éditions Ouais Grave. Et à cette pratique se mêle un travail d'installation et de performance, notamment au Centre d'art contemporain de Genève, au FRAC Normandie ou à la BF 15 à Lyon. Et votre premier roman, qui a l'air passionnant et que je vais lire, on en parlait tout à l'heure, s'intitule Les Déserteuses. Il est paru en mai 2023 aux éditions Clinamen. Et peut-être que c'est quelque chose que vous allez aborder. Oui, je pense que c'est peut-être principalement à cet endroit que je peux rejoindre le sujet. Les Déserteuses, c'est un livre que j'ai écrit. Donc c'est un roman qui parle d'une jeune artiste qui considère la possibilité d'arrêter l'art, à la fois par manque de réussite matérielle, mais aussi par un découragement global, une forme de désillusion vis-à-vis du monde de l'art, et qui commence une recherche autour d'artistes qui, elles, ne sont pas fictionnelles, qui ont arrêté l'art au tournant des années 70. En fait, sur 5 années, il y a comme ça beaucoup d'artistes, et notamment des femmes et minorités de genre, qui ont arrêté de l'art, beaucoup sur des postures assez radicales et qui ont vraiment visibilisé ce refus et ce retrait de la scène artistique. Et notamment, j'interroge une figure dans ce livre d'une femme qui s'appelle Naïfa Arabas, qui est une artiste Fluxus, qui a été très active entre 65 et 70 sur la toute nouvelle scène Fluxus à New York, et qui s'est retirée totalement à partir de 72. Elle a un peu disparu. Et donc voilà, j'interroge un peu les questions de ce départ à travers la lecture de ces autres artistes qui ont eu des postures de refus très fortes, à travers des revendications politiques notamment, mais pas que. Et avec cette personnalité de Naïfa Arabas qui n'a jamais revendiqué un départ, mais dont le travail, avant de disparaître, traite de disparition. Après, c'est mon histoire personnelle. Quand j'ai découvert son travail, j'ai cru qu'elle avait fait exprès de disparaître. J'ai cru que c'était un genre de performance, qu'il y avait quelque chose comme une manière d'aller au bout de sa pensée conceptuelle. C'était un besoin de disparaître. Et puis je me suis rendu compte en creusant que probablement pas, qu'elle avait probablement disparu par simple absence totale d'intérêt du milieu de l'art pour ce que font les femmes. Et aussi parce qu'elle a divorcé à cette période-là, qu'elle travaillait, qu'elle s'est occupée des enfants de son ex-mari qui, lui, était un artiste plus connu. Donc voilà, j'interroge un peu cette question de qu'est-ce qu'on fait de ces postures de refus, comment on les écrit, comment on garde aussi la radicalité du refus sans effacer toutes les dynamiques d'exclusion qui mènent aussi à ces postures-là. Et voilà, donc peut-être dans les questions que je me pose vis-à-vis de cette notion de matrimoine, ce serait peut-être l'idée il faut écrire l'histoire de l'art, il faut écrire l'histoire des personnes dont on n'a pas parlé, mais il ne faut pas oublier de parler de tous les mécanismes
qui, au-delà de l'invisibilisation, ont fait qu'il y a plein de formes qui n'ont pas émergé, les mécanismes d'empêchement. Et ouais, voilà. Je pense que je m'arrête. Simplement parce qu'on parlait enfin, des mots, pouvoir des mots pour de façon présente, mais c'est déserteuse. Donc, c'est pas paru, il y a un mouvement quand même qui est assez radical, même dans le choix du titre. Oui. Et c'est comment c'est venu le choix de ce titre-là? C'est lié aussi à l'institution désertée, c'est très militaire. Donc, oui, je voulais vraiment les mettre dans une position active, une position de refus et pas une position de disparition. Donc, je pense que c'est simplement ça, que ce soit un terme actif et pas passif. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une autre question que j'avais pour vous, sauf s'il y a des réactions, parce que peut-être que il y a des réactions, rebondir sur les propos des uns et des autres. Non? Dans la salle. Dans la salle, oui, peut-être qu'on peut faire comme ça sera peut-être plus interactif, parce que déjà, à ce stade, il y a des demandes, des questions spécifiques, des remarques. Je m'intéresse. Et pourquoi les femmes font le travail de ramasser les coquillages? C'est lié, genre, non, mais est-ce que oui, il y a une croyance ou c'est lié à sa maternité ou qu'est-ce qu'ils font les femmes comme activité économique dans ce territoire? Ou, Je pense que dans l'histoire, en fait, même en France, la pêche c'était faite aussi pour les femmes parce que les hommes sont partis pour aller avec les bateaux. Et il y a quand même cet accès à les instruments de travail que c'était plus difficile pour les femmes. Et qui a fait qu'aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de la France, même au Brésil, ou en Guinée-Bissau, n'importe quel pays de l'Afrique, on va voir que c'est les femmes qui sont plus proches, qui vont faire plus les pêcheurs. la pêche même histoire partout. Ouais. Okay. Mais en fait, en même temps, si on peut parler du point de vue religieux, dans le cas de la religion afro-brésilienne au Brésil, il y a une divinité spécifique, c'est une divinité de la mangrove, et c'est une divinité qui est une femme, qui est considérée comme une femme. Et ça fait aussi que elle s'appelle Nanan et Yoruba. Et ça fait que peut-être il y a ce lien entre la mangrove, en regardant le point de vue de la religion afro-brésilienne, qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce rapport très étroit entre les femmes de la mangrove dans les cas brésiliens. Mais si je puis intervenir, quand on voit sur les logiques de subsistance et les économies, on voit que les femmes, alors là on était sur un terrain de morue au Portugal, les femmes étaient dans une pêche de proximité et les hommes étaient dans une pêche du lointain. Donc il y avait une partition sur le rapport au territoire, enfin le rapport à la domesticité et à sa gestion, et ça tu le retrouves à plein d'endroits, c'est-à-dire que quand on analyse la mobilité des hommes et des femmes, les hommes se déplacent beaucoup plus loin pour des raisons économiques, alors que les femmes restent dans le territoire de gestion de la proximité. Ça, on le retrouve très largement partout. Moi, j'avais une question justement par rapport à ces territoires d'action des femmes, qui rejoint peut-être aussi les gestes et les pratiques autour de l'économie de la mangrove, mais aussi les artistes femmes qui ont pu déserter, quitter, cesser la pratique artistique. En quoi aussi la reconnaissance ou non-reconnaissance de ces gestes comme travail ou non ont aussi influencé sur plus largement la place de ces femmes dans l'histoire. En fait, je pense par exemple, tu parlais de ministre Abad, mais il y a aussi les Zano, dont les pratiques artistiques, dont les sujets, les performances n'étaient pas, en tout cas, traités d'un quotidien, d'une immédiateté, des relations sociales qu'elle entretenait avec son entourage, qui étaient vraiment au cœur de sa pratique, à une époque où on ne considérait pas ces espaces comme un espace de pratique artistique, de la même façon qu'on a pu ne pas considérer que l'activité de ramassage des coquillages était une activité entre guillemets professionnelle, comme pouvait l'être la pêche. Enfin, je me demande à quel point la reconnaissance de ces gestes et de ces pratiques comme travail, qu'ils soient artistiques ou professionnels, a pu influencer aussi plus largement leur reconnaissance et leur histoire.
C'est aussi, ça résonne aussi avec la question de qu'est-ce qui fait histoire, au-delà de ce qui fait travail. Moi, ça me fait vachement penser ce que tu dis, ce que tu disais tout à l'heure, Cécile, au texte d'Ursula Le Guin sur la fiction panier, avec l'idée d'écrire une histoire en dehors justement du plot, et d'écrire une histoire dans une forme de collecte et dans quelque chose de plus horizontal qu'une histoire linéaire. Et j'ai l'impression que pour Lozano, c'est aussi le cas. En fait, on n'a pas écrit l'histoire de son œuvre parce qu'on l'a pas pris en considération. Mais oui, la notion de travail, je pense que c'est assez juste aussi. Moi aussi, je pense que le fait de ne pas raconter cette histoire, ne pas écrire, ne pas raconter aussi, ça fait que les femmes vont être invisibilisées dans des activités qu'elles font. Par exemple, si on prend spécifiquement les cas de la France par rapport à l'ostréiculture, l'élevage des huîtres. En fait, avant, c'était les hommes qui pêchaient les coquilles Saint-Jacques. Et c'est les femmes qui laissaient les coquilles Saint-Jacques pour attendre qu'elle arrivait en taille spécifique. Mais aujourd'hui, quand on va regarder un peu en Bretagne, les personnes qui font aujourd'hui l'élevage, ça va passer des pères à fils, c'est des hommes. Et en fait, l'histoire commence avec les femmes, la façon dont elles sont élevées, et c'est aussi les rapports qu'il y a les femmes avec la domestication spécifique dans ces cas. Et aujourd'hui, elles sont effacées de l'histoire par rapport à l'ostréiculture ou n'importe quelle activité spécifique de la pêche. J'avais une petite remarque dans la discussion, en écho avec ce que vous disiez, je trouve, sur les sons, les bruits de la nature, l'environnement. Et je trouvais que sur le son des oiseaux, ça me fait penser, je trouve, à des démarches qu'on voit un peu émerger, qui interrogent la manière dont on a de penser la musique, notamment dans des espaces qui seraient complètement isolés du reste du vivant. Et que le son pur serait celui qui serait dans des salles coupées du reste des autres sons. Et je trouvais que c'était intéressant, ça nous intéresse. Je trouvais que le débat était beaucoup sur il faut qu'on entende le son des oiseaux, le son des tracteurs. Voilà. Je ne sais pas dans quelle mesure il n'y a pas une forme aussi un peu d'idéalisation de nature. Moi, je dis, oui, on peut entendre aussi le son des bébés qui pleurent, c'est vivant, c'est aussi ça. Et est-ce que ça, on est prêt à l'accepter? Voilà, donc je trouve que c'était intéressant de voir combien aussi l'art, la créativité, elle achoppe un peu parfois aussi à aller au bout de ce qu'elle revendique, c'est-à-dire s'inscrire dans une forme d'accepter et de considérer au sérieux le vivant dans son ensemble, quoi. Mais je pense que là, vous parlez d'un art dominant bourgeois, dans le sens où en fait, il y a plein de formes artistiques qui s'inscrivent en venant pour ma part, de musique dite avec les guillemets traditionnelles. Moi, j'ai joué dans des mariages, des bar mitzvahs, des anniversaires, des cérémonies plurielles. Jamais cette question de est-ce qu'il y a du son à l'extérieur, le son du boulevard, ou le son des enfants qui jouent, ou le son de je ne sais quoi se pose. Et c'est vrai que cette façon, encore une fois, de catégoriser le son pur qu'on mettrait dans un espace, qui serait un son écrit, qui serait un son écrit par un compositeur, qui serait un son lu par des interprètes, et tout ça, en effet, c'est un héritage d'une idéologie qu'on retrouve à plein d'endroits dans la société, mais aussi en musique. Et vous faites bien de parler de cela, c'est-à-dire comment, en tant qu'artiste aussi, on va inventer des formes sonores qui intègrent un environnement et comment, en même temps, parce qu'on est là aussi dans des environnements qui se tissent, un espace comme celui-là, par exemple, qui est pas complètement agriculture, mais dans son esthétique en est un, permet d'isoler aussi des formes artistiques et comment, en tant qu'artiste, on joue sur les deux terrains et pas être manichéen non plus et tout exclure. Mais c'est des vraies questions très intéressantes. J'ai peut-être une question pour Cécile. Ces femmes qui écrivent de façon circulaire ou en tout cas qui refusent le linéaire, est-ce qu'elles en parlent dans des correspondances? Est-ce que c'est un choix assumé? Est-ce qu'il y a un mouvement entre elles? Est-ce qu'il y a des créatrices qui discutent entre elles et qui affirment un choix qui est politique tant que sachant? Oui, c'est assez amusant parce que donc cette autrice-là, Joette, a écrit une lettre à son éditeur quand elle est jeune
Et elle me dit, de toute façon, moi, je ne sais pas écrire une plante, une intrigue. Je n'y arriverai pas. Si vous me demandez, moi, je peux faire une maison. Donc, c'est marrant parce qu'elle dit, immédiatement, elle parle d'un espace de domesticité. Je peux vous faire une maison, je peux vous donner une scène où les gens jouent, mais je ne peux pas faire une plante. Et donc ça a été lu à l'époque, ça a été pris à la lettre, quoi. Ah bah, c'est dommage, elle ne va pas y arriver. Voilà. Et en fait, elle a bien sûr écrit après des histoires où il y avait un début, un milieu, une fin, et où elle jouait beaucoup, où elle se moquait de ce genre-là, mais où elle montrait qu'elle pouvait le faire. Et il a fallu assez longtemps, en fait, parce que c'est une autrice qui a été un peu oubliée. Puis, les féministes des années 1980 qui ont dit, mais enfin, on voit bien qu'elle sait faire, quoi. Donc, cette lettre à l'éditeur, qui est donc une lettre semi-privée, mais semi-publique aussi. Donc, c'était une parole qui était déjà publique. C'était en fait très ironique. C'était, vous voyez que je le fais, mais je ne veux plus le faire parce que ce n'est pas comme ça que je veux écrire. Et donc, bon, voilà, cette voie publique-privée, ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit, je pense, sur la voix, ce que vous faites avec la voix. Et ça me fait. Voilà, je réfléchissais en lisant Clara Louise, un peu l'introduction que tu avais envoyée. Je crois que c'était toi qui avais utilisé le terme anglais de reclaim. Et c'est. Donc voilà, on essaie de se. Alors, on ne veut pas justement dire se réapproprier un espace qui était masculin ou qui était bourgeois. Mais reclaim, c'est quelque chose qui a à voir avec la voix, quoi. C'est clamer, en fait. Hein. Et donc, c'est avec la voix qu'on peut habiter, en fait. Plutôt, je pense que c'est le terme, ça serait peut-être habiter les espaces qui avaient été rendus inhabitables, en fait, par l'idéologie. Pour aller vite, quoi. Bah, justement, partons de Reclaim, parce que c'était connecté à ma seconde question. Donc, Reclaim, c'est aussi quelque chose qui a été repopularisé par Émilie H., qui a publié en 2016, je crois, une anthologie de textes écoféministes. Et, attendez bien, donc comment, en fait, les questions féministes ont influencé, en fait, la perception de l'écologie ces dernières années. Et en partant de l'écoféminisme, mais en fait, l'écoféministe, il y a plusieurs définitions. En littérature, c'est pas la même chose. Il y a les engagements aussi politiques de femmes états-uniennes. Il y a les liens de fait avec l'écologie ordinaire ou l'écologie sensible. Il y a les résistances aussi des femmes indiennes. Et puis, il y a d'autres formes écoféministes. Peut-être que écologie féministe, il y a d'autres engagements. Moi, je pensais aussi à les liens entre santé et femmes, parce que vous parliez en fait du territoire, dans les cas en fait de catastrophes naturelles, les femmes restent derrière, souvent c'est elles qui ont à charge les enfants, mais également les personnes âgées, et donc en fait, en termes de nombre, il y a moins de rescapées femmes, parce qu'elles ont toutes ces responsabilités, mais c'est aussi les premières à s'engager dans le domaine de la santé, dans les terrains en fait touchés par le nucléaire par exemple, oui, c'est un exemple assez connu. Est-ce qu'on pourrait ouvrir comme ça les liens écologie et féminisme et peut-être soit donner plusieurs définitions à écoféminisme, soit changer les termes? Moi, c'est vrai que quand je suis rentrée dans cette question de la place des femmes, alors moi, mes premières enquêtes sont sur les villes et sur les quartiers vraiment très dégradés, et notamment sur ces réseaux de femmes qui prenaient en charge les animaux errants dans les villes. Et quand je suis rentrée dans ces questions-là, je me suis rendu compte de tout un monde qui était très largement ignoré, et notamment même par cet écoféministe qui revendiquait d'une certaine manière une liaison à ces ethnies lointaines, ces champs oubliés, etc. Et qu'il y avait toute une frange de femmes qui étaient invisibilisées au nom de leur non-exotisme, j'ai envie de dire. On va employer la catégorie non exotique.
Et ce qui m'a mené à beaucoup réfléchir à la manière dont l'écologie et l'exotisme étaient liés. Et c'est vrai qu'il y a toute l'histoire de la nature sauvage, de l'exotisme, du type de découverte que ça suppose, et notamment du type de préservation. Quel milieu va-t-on préserver aujourd'hui? Il ne faut pas perdre de vue que ça irrigue encore les politiques environnementales de manière extrêmement claire du point de vue de la préservation de certains milieux plutôt que d'autres. Donc, l'écoféminisme, moi, j'ai eu tendance à m'en méfier. Et c'est vrai que pour le coup, je me revendiquais plutôt, alors de Federici et d'autres, qui étaient un féminisme extrêmement matérialiste, c'est-à-dire qu'il consistait, comme vous l'avez dit d'emblée, à compter le nombre de kilomètres parcourus par les femmes pour vivre, pour arriver à reproduire la domesticité. Ce n'était pas une question d'âme ni de spiritualité, mais de ce qui leur restait, in fine, à faire pour se reproduire et reproduire la famille avec elle. Et pour le coup, les chiffres sont sans appel. Et quand vous dites, excusez-moi, les femmes restent à l'arrière pour prendre en charge, mais c'est aussi, par exemple, on a compté les nombres de noyés des inondations, eh bien, ce sont majoritairement des femmes parce qu'elles n'ont pas appris à nager. Et on n'apprend pas à nager aux femmes parce qu'on pense que c'est pas utile, ou il ne faut pas qu'elles soient dévêtues, ou etc., etc. Donc, c'est pas simplement une question de devoir, mais c'est aussi une question de précarisation systématique d'une certaine portion de la société. Bon, je suis un peu véhémente. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Je suis très d'accord avec vous, Nathalie. Et évidemment, il faut voir quel type de définition d'écoféminisme circule là où on est, dans le global. Évidemment, Federici, avec accumulation, le patrimoine, etc., elle fait le point, et elle fait le poids aussi contre l'écoféminisme de Maria-Agnès et de Vandana Shiva. Donc, de Vandana Shiva, qui est vous parliez de résistance indienne, qui revient sur la scène internationale en exploitant les femmes qui vont travailler pour ces fermes organiques. Évidemment, ça pose question de comment la théorie circule et qui a voix au chapitre, ou quel type de femme a voix au chapitre, avec son empire de ferme organique, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc, je me demande quel est notre rôle en étant dans le Nord global. Comment nous, on peut intervenir dans cette circulation de théorisation qui va de sud vers le nord, etc., et qui met toujours au devant certaines femmes qu'on veut entendre, qui viennent elles-mêmes d'une certaine bourgeoisie du sud, on le sait, ce que Paola Bakaka appelle le white theory, c'est-à-dire que voilà, elles vont soutenir les femmes du Sud d'une certaine façon pour qu'elles soient connues là-bas et vice-versa. Donc, je me demande quel type d'écoféminisme vous, toutes et tous, allez prôner dans ce contexte de déséquilibre de relations. Vas-y. C'est gentil. Non, mais à la fois cette question-là, mais aussi dans les autres interventions, on voit bien que tout concept ou tout mouvement peut susciter limite, reproduction, de domination, etc. Et ce qui est formidable, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut s'autocritiquer, il ne faut jamais penser qu'on est arrivé. Et moi, sur l'économie, j'avais entendu, en parlant de Françoise Daubonne, que, effectivement, à son époque, il y avait des critiques fortes sur la manière dont elle pouvait défendre des idées, et en même temps, à cette époque-là, elle a aussi enfoncé des portes ou défoncé des murs, et y compris poser des bombes sur un chantier de centrale nucléaire qui a fait retarder de 9 mois, le chantier. Donc, voilà, rien n'est à garder dans son entier, rien n'est à jeter dans son entier. Chaque génération et chaque posture de laquelle nous sommes nous fait poser la question de est-ce qu'on est bien au bon endroit, et vu qu'on est en mouvement, il faut croire qu'on ne l'est jamais vraiment.
Il n'y a pas de bon endroit. Il n'y a pas de choix. Et je pense que c'est important, c'est que tu viens de questionner. Je pense qu'il faut penser aussi sur la question des coloniales, en fait, et penser que les patrimoines, c'est aussi très associé à la question coloniale quand on va dans les pays qui ont été colonisés. Tout que l'État va penser en tant que patrimoine, c'est un État colonial qui va dire ça, on doit préserver, conserver, des autres choses, on laisse à côté. Et je pense que par rapport à l'écoféminisme en spécifique, il faut vraiment, est-ce qu'il y a des choses super intéressantes qu'on peut utiliser en pensant à ces questions décoloniales qui tu viens de questionner aussi. Moi, c'est pour ça que disons que ces questions-là se posent dans ma vie intime au quotidien. C'est des années qui me donnent des questions très complexes, autant dans mon travail, mais aussi, voilà, des questions. Qu'est-ce que c'est un homme africain qui vient d'une ancienne colonie française? Je sais pas si c'est complètement une ancienne colonie française, et on tente de vivre ensemble depuis 3 ans, on a fini par se marier, mais disons que c'est des choses dans l'intersectionnalité que j'entends tout à fait. Et en effet, ce que j'entends aussi dans votre question, c'est la question de la praxis. C'est-à-dire, on peut avoir un très beau discours féministe, et c'est le cas de aujourd'hui plein d'artistes, notamment, mais de plein de gens, en fait. Et en fait, derrière, dans la manière par exemple, de certaines artistes de traiter leurs équipes, qui sont parfois des équipes aussi racisées, ou des équipes où il y a d'autres femmes, et en fait, reproduisent en fait la même violence qu'elles critiquent dans leur discours. Donc en fait, à mon sens, encore une fois, je ne me considère pas comme juste écoféministe, mais plutôt penser justement le féminisme comme l'occasion de partir d'une minorité de genre pour voir là où je suis dominante aussi. Ça me semble la base du féminisme, en fait. C'est pour ça que je parlais aussi de ne pas exclure, mais aussi d'un processus, d'une pratique d'autoréflexion en permanence sur les zones de domination, notamment sur la question coloniale étant française. En tant que Français, on a tous une responsabilité intime, politique dans notre quotidien par rapport au passé, au présent et au passé français, qui est juste une question écologique et coloniale assez dégueulasse. Et donc, la praxis féministe, en tout cas, elle est presque plus importante et plus, je dirais, elle façonne la pensée, en fait. Enfin, c'est comme ça que j'entends votre question aussi, c'est comment réellement être féministe dans la manière d'agir avec les autres, avec le monde, quoi. Je pensais à cette étrange, parce que moi je travaille sur un corpus littéraire de la fin du 19e aux États-Unis jusqu'aux années 90. Et ça commence justement par une forte réaction des femmes autrices de mon corpus face à la nature et un rejet. Donc ça m'a permis aussi de questionner l'écoféminisme de ce point de vue-là. C'est pas naturel, c'est pas inné. Il y a le lien, parce que souvent le lien au féminisme, à l'écoféminisme sacré, il est très souvent manipulé, et ça me met un peu mal à l'aise. Et ça m'a permis aussi de voir un peu quelles valeurs la nature, on associe à la nature. Et aux États-Unis, il y a toute une histoire aussi de masculinité, évidemment, et nature, avec une formule que je trouve assez intéressante, qui formulait 2 attitudes psychiatriques. Pour les hommes, on conseillait le West Cure, aller à l'ouest, devenir colon, travailler la terre, un peu une inspiration western. Et pour les femmes, le Rest Cure. Et donc là, on est du côté du domestique, du vase clos. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est des choses qui résonnent aussi avec vos travaux, vos recherches. Par exemple, où vont les déserteuses? Une lettre près. Comment? Je veux dire, à une lettre près, le destin. Oui, Ça, c'est oui, non, c'est intéressant. Rest and West, c'est 2 imaginaires complètement différents sur nature et espace domestique. Et ça, c'est aussi intéressant de les examiner. Oui, parce que ça ne veut pas dire repos, hein, que vous. Non. Soyons très clairs. Dans ce cas-là, si, parce que Rest, là, c'est repos. Oui, et là, c'est ça. La maison, c'est pas du tout.
Pas forcément du repos pour une femme. C'est plutôt, alors le rescuer, c'est on demande à la femme, qui souvent est d'ailleurs victime de postpartum, hein, c'est souvent à ce moment-là qu'on lui propose le rescuer, d'abandonner les livres, les activités domestiques et de rester en fait dans sa chambre, sur son lit, examiner je ne sais pas quelle contemplation intérieure. Et c'est vraiment un repos forcé qui éloigne toute activité intellectuelle. Il faut s'occuper des enfants. Alors oui, il y a ça aussi, c'est parler à pas grand monde, mais les enfants, oui. Faire un petit tour dans le jardin, qui n'est pas non plus la nature. Donc c'est tout cet univers-là en fait qui C'est une est sorte de tiers-temps thérapeutique de la domestique. c'est très étrange. Ouais. C'est pas le plot de Yellow Wallpaper. En fait, Oui, elle devient claustrophobe, en fait, parce qu'elle est en train de regarder le papier peint jaune et elle a rien à faire, quoi. C'est exactement ça. Bah, Charlotte Perkins Gilman, qui fait partie de Docteur Plus, a eu justement des difficultés et une dépression à la suite de son accouchement, et on lui a proposé justement le rescuer, qui l'a complètement bouleversée, et en fait, au bout d'un moment, elle est partie à l'ouest. Voilà. Là, métaphoriquement. Non, là, elle est partie en Californie. Ah, d'accord. Elle est partie en Californie. Elle était engagée politiquement, et voilà. Donc, mais il y avait ce choix, en fait. Ouais. Voilà. Et là, elle a réformé la maison, l'espace domestique, C'est ça. créant des cuisines collectives. Voilà, pour essayer vraiment de réfléchir alors là, à la domesticité d'une autre façon, quoi. Ouais. Et je pense qu'en fait, dans le matrimoine, et on a commencé à en parler, c'est cette idée de transmission. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir avec l'écologie, alors, puisque il y a transmission, je pense, et reproduction. Et qu'est-ce qu'on va transmettre? Et c'est toujours qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures, ce qui implique quand même qu'il y ait des générations futures. Et donc, on est quand même dans une logique aussi de reproduction. Et enfin, moi, c'est la question que ça m'a fini par me poser. Et je suis repartie sur un texte que j'aime bien, d'une critique qui a inventé ce terme alors en anglais, c'est spinster ecology. Donc, c'est l'écologie de la vieille fille. Les filles non mariées. Alors, elle met vieille fille parce qu'à l'époque, c'était une figure, justement, à la fin du 19e, la vieille fille. Bon, maintenant, on dirait plus ça. Hein. Mais donc, l'écologie de la vieille fille, c'est une écologie qui refuse le futur de la reproduction. Et qui, donc, en fait, voilà, embrasse la possibilité d'une écologie queer, c'est-à-dire d'une transmission qui ne passerait pas par la reproduction. Alors, ça pose tout un tas de problèmes, pratiques aussi, mais qui, je crois, est aussi intéressante. Donc, le refus de penser le legs comme le legs de quelque chose qu'on a soi-même engendré, généré, ou d'une propriété. Ça met en fait en crise ce que l'on transmet est une propriété, si on le possède ou pas. Et le queer ecology, c'est dire non, puisque le monde est que une interrelation. Donc, une relation, voilà. La temporalité devient plate. C'est partie du problème. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'on a politiquement découpé l'espace avec d'un côté la maison, le jardin, la Silva, on voit ça dans les textes antiques, etc. Et donc, on a ce découpage avec une femme qui va jusque dans le jardin, mais pas au-delà. D'une certaine manière, c'est ce qu'on retraduit. Mais ce découpage-là, c'est un découpage parmi d'autres. C'est un découpage qui a un sens politique et qui n'est pas gravé dans le marbre. Et de ce point de vue-là, le renoncement à la reproduction, et ce renoncement à la reproduction qui s'arrêterait au plot et qui s'arrêterait à l'enfant, ça voudrait dire qu'il n'y a d'environnement pour la femme que le plot et l'enfant, et pas le reste.
d'une certaine manière, ce renoncement, il décrit déjà un endroit d'assignation, à mon sens. On rentre dans le débat, c'est-à-dire que, et je pense que c'est une démarcation qu'il convient de visibiliser pour en décrire toutes les limites politiques, enfin toute la complexité politique en tout cas. Oui, parce qu'il faut penser à la porosité. Il faut penser, ouais, la porosité. Et puis, encore une fois, c'est cette question des espaces. Moi, je travaille en ce moment dessus parce que on voit l'urbanisme. Par exemple, pour parler très vite, aujourd'hui, l'essentiel des politiques environnementales décrivent des zones. Voilà, c'est une façon, on a circonscrit la Terre en zones, il y a celles qui sont protégées, celles qui ne sont pas protégées. On a fait pareil avec l'urbanisme, en disant là, il y aura les usines, là, il y aura le domestique, là, il y a le privé, là, il y a le public. Donc, un travail de construction de la Terre qui passe par l'espace et la catégorisation spatiale. Et on a mis certaines fonctions à certaines zones et certains genres à certaines zones, etc., etc. Et ce travail-là, ce travail de visibilisation et de déconstruction de ce cadrage, il est, à mon avis, extrêmement important du point de vue même du futur de l'environnement. Je peux poser aussi la question du côté de l'associatif, la transmission, si on pouvait faire des liens entre transmission d'un monde à travers l'associatif, parce qu'il y a beaucoup surtout dans les associations environnementales de quartier, beaucoup de femmes, beaucoup de présence de femmes. Je ne sais pas si vous avez une connaissance de ça, mais parce que vous me disiez tout à l'heure que vous étiez aussi, vous étiez engagée en fait dans le militantisme écologique. Et je me demandais en fait si matrimoine, transmission, care, ça se mêlait pas aussi. C'est tout. Non, ça ne m'inspire pas d'autre chose, d'autant plus que je sais, en termes de situation, que je suis un homme, donc il y a des endroits où je n'ai pas forcément accès, et c'est très bien. Voilà, et donc je ne sais pas après ce que ça peut dire si à ma place c'était une militante. Parce que je pensais en fait que la transmission, on a l'impression qu'il y a le parent qui transmet à la génération d'après, alors qu'il y a d'autres formes de transmission. Je pensais aussi à ça, et notamment à l'associatif et l'éducation populaire, oui, et en lien aussi, je rajoutais le CARE, parce que souvent c'est une prérogative, tout ce qui est l'invisibilisation en fait de l'acte politique et de la transmission politique à travers simplement la transformation en un soin en fait qui serait naturel. Et donc il y avait qui serait naturel évidemment, qui serait comme les femmes, voilà, s'occupent des autres et transmettent aussi de cette façon-là. Et donc voilà, cette horizontalité. Alors, ça me fait penser à un autre thème qu'on a pu aborder là, c'est que parfois les institutions vont être en continuité de ce que vous dites. Non seulement il y a des zonages, mais en plus il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui sont financées, des choses qui sont reconnues. Et dans les arts et la culture, c'est là sur lequel on travaille, on le voit beaucoup. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a Reine Pratt qui ce livre s'appelle Exploser le plafond, c'est qu'elle se dit, mais finalement, jusqu'à quel point ça serait utile que les femmes se battent, si c'est simplement pour prendre la place des hommes et de reproduire ce système très hiérarchique, ça n'a pas de sens. Et donc, justement, étant exclu temporairement ou sur le temps long de ces institutions, ça oblige aussi peut-être à se reposer la question de savoir s'il n'y a pas une autre façon d'être, de vivre, que par ces côtés très hiérarchiques qui peut-être pas aussi souhaitable que cela. Et en attendant, c'est par les institutions qu'on a un financement, et c'est par le financement qu'on peut exprimer et créer, alors que si on l'a pas, eh bien, on va être dans des moments de difficulté, de précarité. Il y a cette contradiction de vouloir faire partie d'un monde dont en même temps on dénonce ses règles du jeu. Et donc, c'est parfois à côté des institutions, et l'éducation populaire ou l'associatif, sont des fois des lieux un peu refuges, mais qui permettent d'être plus horizontales. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a plein de remarques. Super. Moi, c'est tout simple, enfin, c'est tout simple, mais c'est peut-être un peu gros. C'est qu'est-ce que c'est le patrimoine?
parce que là, vous nous avez expliqué vos recherches, mais du coup, c'est un projet où ça existe, mais c'est de promouvoir des œuvres, je ne sais pas si je reprends, moi je ne m'y connais pas très bien en patrimoine, mais en gros, il y a matériel, immatériel. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'écrire les histoires, de promouvoir une histoire qui serait féminine, ou en tout cas des savoirs féminins? Voilà, c'est juste... ou peut-être de former les futures femmes et de permettre les transmissions entre... Enfin, si on parle de matrimoine, en fait, c'est pas comme une lutte féministe, je sais pas, sur un terrain local. De là où nous sommes, et ça évolue, parce que d'ailleurs tous les collectifs de HF ne travaillent pas cette question de matrimoine de la même manière. L'urgence de celles qui ont commencé à faire ça, c'est qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait des œuvres qui n'existaient pas. Et il n'y avait même pas le fait qu'elles soient exposées dans des grands lieux, c'est qu'elles n'existaient pas. Donc il y avait déjà cette volonté de réhabilitation et de mettre en avant, y compris le mot que vous disiez en introduction, a été lui-même enlevé par l'Académie française au XVIIe siècle, considérant qu'il fallait rejoindre dans le patrimoine l'héritage du père et l'héritage de la mère, alors que pendant des siècles, on parlait du patrimoine qui venait de la mère et du patrimoine qui venait du père. Donc, il y a déjà eu une première étape de réappropriation pour les personnes qui voulaient reprendre et qui rendent visible ce système. On voit bien que le jet du jour, ça a rajouté un S à matrimoine. Et évidemment, on était intéressé de le faire. Donc, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs dimensions. De là où on est, nous, c'est déjà de faire en sorte que ce qui a existé soit connu au même titre que d'autres œuvres qui, elles, sont très enseignées, connues, etc. Voilà, dans les livres d'histoire aujourd'hui dans les écoles, la part de ce qui est issu des femmes ou de pas hommes blancs est très courte. Donc il y a déjà ça pour qu'au moins il y ait une égalité et que chacun et chacune puisse s'inspirer de ce qui a été fait dans les générations précédentes. Nous, humblement, modestement, c'est déjà ça. Et après, ce phénomène-là nous dépasse, et bien heureusement, parce qu'on n'a pas la propriété de ce terme ni de ce mouvement. On essaye d'être en accord avec ce qu'on veut faire, mais ça nous dépasse depuis très longtemps et on espère que ça va nous dépasser encore. Oui, Mike, si tu veux, parce que j'ai déjà posé une question. Ah, ok, très bien. Je me demande la pertinence du terme par deux raisons. La première, c'est que en construisant la culture ou comme un femme de culture, on va devoir notamment se séparer de la maternité ou choisir de ne pas être maman ou de le faire après d'avoir grandi un enfant. Et du coup, matrimoine implique une mère. Et voilà, ça d'une part. L'autre, je l'ai oublié. Bon, oui, c'est une des critiques de ce terme. oui. Et aussi, c'est justement décoloniser les termes. Alors, pourquoi choisir créer un autre terme pour faire aussi une grande place à la place de faire un patrimoine plus inclusif? Et je l'ai dit en tant qu'artiste, en tant qu'architecte. Et voilà, de le dire architecte, artiste, ça amène à une masculinité, à presque une oppression. Et ce sont des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais justement, je me permets de le dire et d'utiliser les termes pour amener une autre façon de les porter. De ne pas se sentir essentialisé, en fait. C'est ça que Oui. Sexualisé. Donc, oui, peut-être qu'on fera les oui. Mais par exemple, on pourrait avoir les journées de l'héritage au lieu des journées du patrimoine ou patrimoine inclusif pour vraiment faire les points qu'il y a eu une grande histoire d'exclusion et qu'on n'est pas du tout dans cet esprit aujourd'hui. Et voilà, c'est ça.
à Bruxelles, il y a eu les Journées du matrimoine et qui, depuis quelques années, se sont rebaptisées Heritage Day, le jour de l'héritage. Et nous, notre slogan aussi, c'est matrimoine plus patrimoine égale notre héritage culturel commun. Donc, mais voilà, en fait, je pense vraiment que c'est une question d'étape. C'est-à-dire que nous, quand on a lancé ça, c'est que quand on parlait que du patrimoine et qu'on comptait, il n'y avait que les hommes. C'est là notre point de départ, c'est celui-ci. Mais peut-être que 10 ans après, on peut justement aller ailleurs et se dire que cette première étape de dire attention, il y a aussi des créatrices, de dire mais il y a aussi d'autres façons de prendre en compte des créations diverses et variées, pas forcément. Mais voilà. À l'époque, et encore aujourd'hui, quand on parle du patrimoine, mécaniquement, les côtés. Je pense que ça rejoint moi la sensation que j'ai que justement j'imagine pour beaucoup d'entre nous, le féminisme c'est un outil de pensée, ce qui rejoint ce qu'on disait sur justement se dire ah ok ça et ça que je vis depuis que je suis gamine en fait c'est relié à mon genre et comment en fait cette expérience-là va nourrir aussi une sensibilité à d'autres choses. Et en fait dans le matrimoine pour moi il y a quelque chose qui invisibilise toutes les autres minorités. Parce qu'on peut être femme, mais en fait, où sont, enfin, en ce moment, il y a un énorme travail qui est fait sur justement les pratiques qu'on a invisibilisées, opacifiées quand même de la plupart des zones du monde. Et en fait, le matrimoine, justement, peut-être ça peut être une porte d'entrée pour aller justement mettre en valeur pas seulement les femmes, mais en fait, toutes les autres minorités qui ont été exclues d'une visibilité artistique et notamment aussi des peuples dits racisés, que je n'aime pas ce mot-là, mais qui est utilisé en féminisme. Mais en fait, je dirais, bah ouais, c'est l'occasion et surtout sur la question écologique qui nous concerne toutes et tous, où se recroisent justement ces questions féministes, mais aussi post-coloniales. En fait, solidarité des luttes, quoi, je dirais. Enfin, c'est peut-être un peu dit mollement et avec des mots un peu gros, mais en tout cas, moi, ça, tout de suite, dans les questions, le terme matrimoine m'a posé, enfin, ce que je disais tout à l'heure, question sur l'exclusion, que ça continuait d'engendrer, ou alors un matrimoine intersectionnel, inclusif, et qui pense toutes les minorités qui ont été invisibilisées pendant des siècles. Voilà. Sans hiérarchie. Mais Utiliser une minorité pour ne pas... Et si je puis attirer l'attention quand même sur une règle de prudence du point de vue de la recherche, être trop inclusif. Bien sûr. Voilà, je pense que ça. C'est-à-dire la question de compter, de montrer, de dire, si on est trop inclusif, on finit par ne plus pointer quelque part. Et moi, je trouve que c'est très important d'être précis et de ne pas dire c'est du discours et de dire il y a des faits derrière, il y a des personnes qui sont qu'on ne voit pas. Mais je pense qu'on ne parle pas des mêmes points de vue en fait en tant Voilà. qu'artiste, en tant que militante, en tant que chercheuse, bien qu'en fait finalement on s'entend, on se comprend. Oui, oui, on voit tout à très fait. bien de quoi aussi le fait de trop au général, on en perd le sujet. On en perd la lutte, en Bien fait, la lutte sur le terrain, quoi. C'est Mais le message... C'est un mot. Mais pourquoi ce serait excluant? Parce que je pense que chaque mobilisation, chaque mouvement, souvent, quand on voit les mouvements, souvent se focalise sur une lutte dite, et personne n'aime ce mot, identitaire, qui est vraiment un mot des années 80, qui a été retravaillé par les féminismes noirs de ce que s'appelle l'identité politique d'identité. Mais quand on regarde les mouvements, elles prennent ancrage sur « oui, je suis une femme pour mes droits politiques ». Sinon, je ne m'essentialise pas. Donc, pourquoi on ne peut pas rester sur ce volant de « oui, je suis ça », uniquement pour les droits politiques, et quand les droits politiques sont acquis, voilà, il n'y a pas, donc pour moi, ça a tout un sens de matrimoine qui n'est pas forcément excluant, la preuve qu'on en parle des racisés et tout ça, la preuve qu'on en parle. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais je comprends ce que vous dites. Je fais un peu l'avocate du diable. La diablesse.
d'abord une question. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Parce que j'étais un peu en rebond avec ce que vous disiez sur le patrimoine et puis votre réaction. Je trouve que c'était intéressant. Ça me faisait penser au film, moi, de Céline Sciamma, vous savez, Le portrait de la jeune fille en feu. Je trouve qu'il s'attache justement, encore une fois, c'est aussi la peinture occidentale, tout ça. Mais quand même, qui s'attache à montrer que, enfin, rappeler que finalement, toute l'histoire, notamment autour de l'avortement, n'a pas été documentée, n'a pas été peinte, parce que les femmes n'avaient pas accès à la peinture à cette époque-là. Enfin, historiquement, ils n'ont pas eu accès au moment où se situe le film, et je trouve que moi, c'était quelque chose qui m'a fait beaucoup d'effet, et elle le montrait avec beaucoup de puissance, et voilà, c'est un écho justement avec quelle histoire on raconte, et quel savoir aussi on rend compte. Et puis, deuxième écho que je voulais faire, c'était aussi, pas trop la parole, hein. Je trouvais qu'il y avait une autrice donc, finalement, qui s'intéressait à pas mal de sujets que vous évoquiez sur la transmission, donc Françoise de Bonne, tout ça. C'est Élise Thiebaud. Je trouve qu'elle disait aussi des choses intéressantes justement autour de la transmission des savoirs, et je pensais à deux sujets qu'elle a beaucoup appréhendés, sur les règles et sur là maintenant dernièrement sur la ménopause. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi de ça un peu dans le patrimoine, c'est quel savoir on transmet, comment, à qui, et je trouve qu'elle soulève dans l'espace qu'elle a choisi pour le faire, quand même des questions importantes sur à la fois les tabous et puis ouais, souvent en fait avec toute la question de comment on fait, à savoir très technique justement, tu vois, comment est-ce qu'on apprend filles qui vont avoir leurs règles, comment on met une serviette hygiénique dans sa culotte, si elle peut l'en mettre, ou une cup, enfin bref, toutes les protections périodiques, en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas beaucoup de lieux où on transmet ces savoirs-là, très concrets. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi, les enjeux que ça soulève, en fait, en termes politiques aussi, de transmission de ces savoirs-là. Où est-ce qu'on peut apprendre ça? Ici aussi, et ça va être une question que vous posez aux femmes qui n'ont pas toutes pu ou su lever le tabou autour de ce qui est pur, impur, tout ça. C'est une catégorie de voilà. Généralement, Magali, par rapport à des recherches que je mène avec des collègues au Brésil, on a été confronté à beaucoup des mécanismes d'interruption en fait, des mémoires matérielles, immatérielles, que vous avez évoquées. Et on a travaillé avec des histoires orales, des histoires socio-environnementales en fait, auprès de femmes agricultrices pour essayer de reconstituer finalement leur vision du territoire. Et évidemment, ça a tout de suite mené à placer toutes les formes de reproduction de la vie au centre des discussions. Enfin, c'est leurs témoignages qui ont placé ça au centre des discussions. Et parmi les choses qui nous ont surprises, sans vraiment nous surprendre, c'est le nombre de recettes à base de plantes sur les avortements, sur les postpartum, sur tous ces soins-là, en fait, qui étaient vraiment, on pourrait dire ici, dans le patrimoine. Ce qu'elle transmettait, mais de manière extrêmement voilée, en fait, évidemment. On ne dit pas, mais moi, c'est avortement sur son Instagram. Il y en a certaines qui ont circulé aux États-Unis, mais en Roe v. Wade, il y a des gens qui disaient aux gens de ne pas prendre certaines plantes parce que il y a des gens que je ne sais plus quelle plante c'était, puisque je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est herboristerie. Et dans ma famille, en fait, j'ai des guérisseuses, j'ai ma grand-mère qui a plein de recettes aux Antilles. Et même, je pense que si je lui demandais la recette, elle ne me la donnerait pas alors qu'elle a 92 ans. Parce que c'est des recettes qui ne circulent pas. Et en plus, on voit bien que tout ce qui est les plantes abortives, il faut faire un mélange. Parce que certaines femmes conseillent de prendre certaines plantes, mais certaines plantes, si vous les prenez, c'est une hémorragie, on ne peut rien faire pour vous. Alors oui, vous allez pouvoir avorter. Mais par contre, vous serez encerclé à la fin. Il y a certaines plantes qui sont extrêmement dangereuses. Et on voyait des recettes comme ça qui circulaient au moment où Roe v. Wade, en fait, a été... la décision, en fait, a été annulée par la Cour suprême des États-Unis. Vous voyez plein de recettes comme ça. Des gens qui faisaient circuler ça sur TikTok et des gens qui disaient « Je suis herboriste, faites pas ça, je vous en supplie. » en fait. C'est intéressant. Si vous voulez une histoire, je vous raconte une. Parce que justement, dans ce texte, donc, l'occurrence du mot plot, elle est là pour le jardin, au début du bouquin. Voilà, c'est le jardin en tant que petit lopin de terre, plot. Et puis le mot réapparaît dans un chapitre qui est au milieu du livre,
qui est sur, voilà, là où pousser, là où j'ai traduit, là où pousser le folio, the pennyroyal plant. Et pennyroyal, c'est donc une plante, le folio, qui est une plante abortive. Et ce qui se passe dans ce chapitre, c'est que la logeuse part se promener avec la narratrice dans un endroit un peu sauvage, justement hors de la maison. Mais le mot plot réapparaît. Mais ce mot est complètement changé parce que là, au milieu de la nature, elles cueillent toutes les deux cette plante et la vieille dame, la logeuse, commence à raconter son histoire à la narratrice. Et son histoire, c'est je me suis mariée, mais en fait, celui que j'aimais, c'était pas lui. Et parce qu'elle cueille cette plante-là, dont on sait que c'est une plante aussi abortive, voilà, on peut imaginer que ce qui se dit là est autre chose. Et ça fait relire un début du passage du bouquin différemment, où la logeuse qui est en fait, elle cultive les simples et elle donne des remèdes alternatifs à ceux du médecin du village. Dit bon, il y avait des remèdes, des plantes que je donnais sur la route, il y avait des plantes que je donnais dans le jardin, et puis il y avait des plantes que je ne donnais qu'à l'intérieur, sur le seuil de ma maison, parce qu'il fallait que je chuchote le remède et la posologie. Et quand on lit les trois moments ensemble, on se dit, ça, c'était en fait des plantes, enfin des remèdes probablement de ce type-là. Et moi, je n'avais pas vu ça quand j'ai traduit, donc j'ai tout traduit au masculin. Donc j'ai tout traduit, j'ai traduit les visiteurs, les patients, etc. Et maintenant, à y réfléchir, je me dis, mais en fait, non, il aurait fallu que je traduise au féminin. En fait, j'aurais dû dire les visiteuses, les patientes, celles qui venaient la voir. Mais ça me fait penser, parce que vraiment là, au niveau des plantes abortives, c'est vraiment quelque chose qui était déjà là, bien entendu. Quelque chose que ces textes-là du passé peuvent aussi nous rappeler. Ce qui est intéressant, j'ai l'impression que tout ce qui se dit, c'est que la question de l'écoféminisme, du matrimoine, en tout cas, pose la question du mode de récit, qui est justement, et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui échappe à la recherche à des endroits, parce que c'est peut-être pas toujours les endroits de savoir auxquels on pense parfois. Et aussi comment l'art, à l'intérieur de cela, invente dans l'art contemporain en tout cas, je crois, je sais pas, peut-être que tu rebondiras, comment, dans une plateforme, tu vas aussi t'inspirer de ces choses-là, d'autres types de savoirs et d'autres types d'autres manières de dire les choses. Dans tout ce qui s'échange, là, j'ai l'impression qu'il y a cette question de la forme quand même qui se pose. En tout cas, sur tout ce qui est art et écologie, moi j'ai commencé à faire des travaux, alors il y a maintenant très longtemps, mais quand on trace tout ce qui est art et écologie, c'est d'abord les femmes dans les années 60 dans l'Ouest américain, enfin dans les villes, parce que c'était un milieu urbain, et c'était assez loin d'Ulan Barthes, qui lui s'opposait par son geste héroïque à une certaine forme de prise en charge de ces questions liant art et écologie. Et clairement, ces femmes-là, donc elles avaient fondé ce site à l'époque qui s'appelait WEAD, W-E-A-D, et c'était vraiment tout un groupe de femmes, notamment du côté. Donc, c'est les femmes qui ont été à l'origine de ce rapport entre art et écologie, et non pas du côté des espaces héroïques, mais des espaces de la reproduction intra-urbaine. Et il y a quelques jardins, par exemple, qui restent de cette époque et qui sont toujours dans cet espace autour de San Francisco, etc., et qui sont hérités de ce geste-là de l'époque. Et donc, effectivement, c'est par l'art que ça a été maintenu, visibilisé, créé d'une certaine manière. Et je trouve que ça, c'est pas assez. On évoque toujours le land art comme étant à l'origine de l'art et de l'écologie, et on oublie et on invisibilise toute la partie véritablement féminine ou féministe de cette question-là. En fait, je posais la question du paradoxe de parler du matrimoine et de l'écoféminisme de la manière dont on est en train de le faire. Ouais. C'est ça que je posais comme question plus, et comment l'art, justement, peut-être, même la façon dont je parle, je pense qu'elle est à côté de la plaque par rapport au sujet à des moments. Parce que justement, dans les choses dont vous parlez, que vous collectez, ou tous ces types de savoirs, en fait, ça échappe au savoir académique.
Et dès qu'on commence à nommer, à classifier, à étudier, il y a quelque chose de la forme écoféministe, peut-être, je ne sais pas si c'est très, très clair ce que je dis, mais c'est comme si ça s'échappait, parce que c'est peut-être pas la manière, le langage qu'on est en train d'utiliser ici est un langage aussi, un certain type de langage, savant, issu quand même d'une tradition bourgeoise et patriarcale, et aussi c'est comment, c'est pour ça que je parle à Joanna, dans peut-être la manière même d'écrire, l'artiste justement peut-être peut, enfin je sais rien, ce que tu en penses sur ce point-là, comment tu as fait dans ta manière d'écrire pour échapper peut-être aussi à un type de récit, un type de... Ouais. Grave, j'ai l'impression que tu voulais parler peut-être. Non, mais on a remis ça avec justement cette idée, c'est une question sur l'idée de la forme, de ce que le patrimoine peut apporter éventuellement au départ. Je ne sais pas s'il y a des médiévalistes ou des historiens et historiennes ici. Je ne suis pas du tout, mais dans cette idée que c'est un terme qui nous vient du Moyen-Âge, donc d'un paradigme de société complètement différent, où les savoirs étaient abordés de manière différente sur justement la forme et les manières de transmettre. Donc, est-ce qu'il n'est pas là l'intérêt du terme patrimoine dans ce qu'on peut en imaginer qui n'est pas en opposition avec le patrimoine? Et si certaines d'entre nous sont familiers ou familières avec ce que ça impliquait, enfin voilà, du paradigme un peu médiéval de transmission et de ce que tout ça impliquait quand il y avait des méthodes. Mais déjà, je pense que c'était plus une transmission orale. Enfin, c'est ce que je vois aux Antilles, c'est plus une transmission orale. Comme ma grand-mère, elle nous, parce qu'on a ce qu'on appelle le jardin créole. Et le jardin créole, c'est un jardin que tout le monde a à côté de chez soi avec toutes ses plantes médicinales pour se soigner. Et c'est une transmission orale. Ma grand-mère n'a pas de bouquin, en fait. Elle va me montrer les plantes. Je vais peut-être pouvoir faire une illustration. Elle va me montrer comment faire les tisanes ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de bouquin. C'est moi qui, maintenant, avec mes cousines, on va être obligés de noter, en fait, parce qu'on veut garder les choses. Mais c'est vrai que les gens, ma mère me parle de certaines plantes, même si bon, ça fait plusieurs années. Ma mère arrivait à 17 ans à Paris, elle vit ici depuis ce moment-là. Mais elle a passé toute son enfance et toute son adolescence aux Antilles. Il y a des choses que ma mère me raconte sans savoir qu'elle elle va tout me décrire. Si je vais là-bas, je saurais en fait à peu près où trouver quoi faire, mais il n'y a pas d'écriture. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'a pas le savoir. Il n'y a pas de recette ou de photos. Voilà, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de photos. Je pense même, j'ai deux grands-mères qui étaient couturières à un moment donné. Et la couture, les gens ne prenaient pas de cours. On apprenait en regardant en fait nos grands-mères ou nos mères coudre. Mon père a appris à faire ses patrons en regardant sa mère, en découpant les tissus. C'est pas quelque chose en fait qu'il a appris. Après, oui, maintenant, il y a des cours de couture, il y a l'école des arts déco qui permet aux gens d'avoir un diplôme de se spécialiser dans tout ce qui est textile. Mais je pense aussi au textile, à l'industrie du vêtement et au Met Gala, parce que l'histoire du vêtement, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien travailler dans ça, être conservatrice de vêtements, mais surtout pour tout ce qui est tenue traditionnelle. En fait, on célèbre le Met Gala pour les designers, mais toutes les personnes qui font ces robes-là, on n'entend pas parler la plupart du temps. Les brodeuses, que ce soit à la perle ou des choses comme ça, les femmes qui font la dentelle, c'est toujours des femmes derrière. Mais ça devient de l'art quand c'est un homme qui décide le modèle. Mais c'est pas forcément lui qui fait le modèle film. Et on met pas en avant les travailleurs. Pareil, même pour l'industrie du vêtement en général, pas que pour la couture. On voit bien quand il y a quelques années, quand il y a eu cet incendie, je sais plus si c'était au Bangladesh, ou voilà, Plena Plaza, en fait, les gens sont totalement coupés même de la manière de faire les vêtements. Aux Antilles, tout le monde a une couturière. Quand on veut avoir des vêtements pour le carnaval ou pour aller en mariage, des choses comme ça, on ne va pas dans les boutiques. On va voir sa couturière. On achète son tissu, on va voir la couturière. Donc on sait que les vêtements, ça prend du temps. C'est pas normal, par exemple, de payer 2,50 € pour un t-shirt. Parce que même un t-shirt lambda ou une robe crochetée, il faut toujours quelqu'un. Le crochet, c'est encore juste parce que ça ne se fait qu'à la main. Ça prend énormément d'heures. Ce n'est pas normal d'avoir des robes en crochet à 20 €. Ça prend une semaine pour faire une robe. Si on se focalise que sur ça. Donc, on est complètement coupé aussi. Comme on n'a plus de transmission des savoirs, on est coupé de ça en fait. Et on ne se rend pas compte que même une chose comme un vêtement, ça prend énormément de temps en fait. Il y a déjà la contre critique qui est arrivée depuis l'immigration du sud dans le nord, où ils disent que oui, manger
manger écologique, manger organique et tout ça, mais c'est extrêmement cher pour nous. C'est pareil pour tout ce qui est acheter made in France, etc. Mais c'est excessivement cher pour certaines populations qui sont dans un système hétérocapitaliste de base et que je mettrais un tout petit peu enfin, je ne jetterai pas la pierre si on ne peut pas faire Made in France, etc. Parce que je pense qu'il y a ça. La deuxième question sur la transmission, je pense que c'est bien les anecdotes que, comme tu as commencé, et que Sarah Ahmed, la philosophe queer, nous dit toujours qu'il faut parler de ces anecdotes. Et cette notion de transmission de patrimoine ou de quelque chose que ramèneraient nos mères. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé que je voulais faire exactement pareil que ma mère quand elle cuisine les lentilles et tout ça. Donc, je lui ai demandé et elle était là, non, mais ça, mais ça, mais ça. Et j'ai dit, oui, mais j'ai besoin de savoir parce que quand tu ne seras plus là, au moins, je pourrais faire. Et elle m'a avoué qu'elle détestait la cuisine. Qu'elle détestait pas la cuisine, que c'était une corvée pour elle pendant longtemps, et qu'elle détestait ça. Donc, quelle transmission est-ce que ça peut avoir pour quelqu'un de nouvelle génération en sachant que c'était une corvée qu'elle ne voulait pas faire et que donc je pense qu'il y a aussi cette notion de parce que même c'est mon père qui m'a transmis la cuisine, ma mère déteste ça. Voilà. Mais c'est vrai que oui, il y a aussi ça, c'est que souvent on n'a pas de recettes. C'est pareil, j'ai des amis qui sont franco-italiens et les recettes, c'est eux qui devaient les écrire pour la grand-mère faisait tout parce que c'est quelque chose qui est difficile pour nous. Peut-être qu'on va retourner à Johanna, parce que ben non, mais c'est pas que vous avez commencé à arriver et on est passé sur autre chose, alors c'est quand même très intéressant. Oui. Et qui rejoint d'ailleurs la dernière question qu'on n'aura pas le temps de faire sur les Her Stories et la question de la création en lien avec le patrimoine. Oui, j'étais complètement d'accord avec toi. Je ne sais pas si j'ai tellement de choses à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, on a besoin d'autres histoires et surtout, on a besoin de les écrire autrement, on a besoin de les raconter autrement. Peut-être ce que tu racontais sur cette question de transmission où on n'a pas de recette, ça questionne aussi sur pourquoi aujourd'hui on a besoin d'une recette, pourquoi on est à ce point coupé d'expérience qu'on se retrouve à avoir vraiment besoin d'un livre pour... Et donc, ça en dit beaucoup aussi sur notre manière d'apprendre aujourd'hui, notre manière d'avoir complètement matrixé notre cerveau à l'école. On pense qu'on ne peut pas apprendre autrement qu'en lisant, on pense que les choses n'existent pas tant qu'elles ne sont pas dans un livre. Donc, tout ça, ça pose des questions qui pourraient être, qui je pense sont mobilisées en tout cas par la notion de patrimoine. Mais ça peut être une autre notion, mais en tout cas, je pense que c'est un terme qui permet d'ouvrir, en tout cas aujourd'hui, a permis d'ouvrir ce débat. Ça se mérite. La question de la forme aussi, je sais pas si c'est moi qui ai rajouté ça à la question qui a été posée par Violaine, parce que c'est ma marotte, parce que je fais de la littérature, mais la question de la forme, parce qu'on en parlait aussi un petit peu avant, la forme du roman, et pour parler de personnes qui ont existé, et est-ce que c'est de l'autofiction, est-ce que c'est un roman avec tous les personnages qui sont réécrits, c'est quoi le rapport, et pourquoi le roman, parce que il y a un choix. Alors, c'est pas de l'autofiction, c'est un personnage qui me ressemble pas mal, mais ça, je pense que c'est parce que je ne sais pas écrire de romans, mais enfin, je sais pas, c'était... En tout cas, moi, je l'ai vraiment pas écrit comme une forme de témoignage, mais j'ai pensé l'outil de la fiction comme étant quelque chose qui pouvait m'aider à me poser mes questions, à me poser les questions que je peux me poser à ce moment-là. Et à creuser un sujet aussi, parce que la fiction, c'est quand même vachement plus facile que la vie. Du coup, on peut mettre un peu des personnages qui ont un peu quelques petites choses, et puis c'est plus facile de se poser des questions, je trouve, dans ces espaces-là. Je pense que c'est bon, de la fiction par ailleurs. Le fait d'y avoir mis, j'ai beaucoup hésité notamment à mettre dedans des artistes qui existaient. En fait, à la base, je voulais plutôt inventer des artistes, et puis mais après, notamment toutes ces recherches que je faisais autour de Naïf Arabas, j'ai trouvé important de les mettre. Et puis j'aimais bien un peu cette parallèle que je peux faire justement avec cette écriture de l'histoire où je ne trouve pas de solution, dans ma manière de m'adresser à des artistes qui peuvent avoir des postures de refus, à comment écrire leur histoire si elles ont refusé d'en faire partie.
Et du coup, voilà, être un peu dans cet interstice entre la fiction et le récit théorique, presque. Il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là. C'était un peu ma solution à ce moment-là. Peut-être aussi en lien transmission et micro-édition, parce qu'il y a aussi cette activité-là que tu fais et qui est quand même un choix aussi important. Et qu'est-ce que tu publies, pourquoi la micro-édition, pourquoi les différentes... Ouais, bah, moi je suis très imprégnée, je pense, de la culture fanzine, avec cette idée de publication rapide, de partage, et aussi d'une forme de piratage de texte, une espèce de liberté vis-à-vis des droits d'auteur, que permet la micro-édition. Je sais plus ce que je voulais dire là-dessus, ouais, ça. Ça suffit. Je peux aussi la question des réseaux et des moyens. Enfin, la micro-édition, c'est des moyens économiques, c'est pas avec des outils qui sont plutôt facilement accessibles. Et aussi la circulation, ça se passe de main en main. Il faut se rencontrer pour les partager. Enfin, je pense que ça implique aussi une autre circulation et d'autres formes de partage que d'aller acheter un livre, aller consulter à la bibliothèque. Enfin, ça implique de se retrouver, de se réunir. Je pense aussi. Et ça permet aussi une relative autonomie vis-à-vis de certains circuits qui ne sont pas forcément accessibles. Après, ça a aussi un revers qui est de s'adresser à beaucoup moins de personnes, de s'adresser à un cercle qui est toujours proche de soi. Mais en tout cas, c'est une question qui m'intéresse, vraiment une idée de circulation. Désolée. J'étais encore sur les savoirs, tout ça. Non, mais c'était juste pour faire un coup des échos à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au Moyen-Âge, quand même, il y avait cette idée à la fois de caractériser les savoirs des femmes comme étant des savoirs qui n'étaient pas écrits, mais aussi les savoirs des campagnes, et peut-être aussi qui se constituaient en forme de résistance, justement, par rapport au savoir des hommes, du clergé, qui notaient, recopiaient. Et qui légitimait une forme de savoir qui était destinée plutôt aux gens de la ville, qui pouvaient, je pense aux médecins notamment, qui pouvaient du coup payer, qui avaient de l'argent pour payer ces savoirs et pouvoir se soigner. Voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi. Les savoirs non écrits comme aussi des formes de résistance au savoir pensé comme légitime. Parce qu'il y a aussi ce savoir qui n'est pas écrit comme une forme de survivre. Par exemple, je vais parler du nombre de la religion afro-brésilienne. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas écrites parce qu'il y avait beaucoup de perceptions. Et ce n'est pas écrit, c'est une façon aussi de se protéger. Et je pense qu'il y a ce savoir aussi que c'est sacré et secret pour éviter, en fait, pour survivre, maintenir. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que les arts, la littérature ont énormément apporté sur la forme de parler de ces savoirs et ces patrimoines, mais en même temps, il ne faudrait pas non plus caricaturer l'académie, et notamment les épistémologies féministes ont beaucoup bataillé sur cette question de savoir qui se pense comme universel, comme objectif, etc. Et ont proposé des savoirs situés. En décolonial aussi a énormément travaillé sur la relation de savoir-pouvoir. Il faut bien voir que l'académie elle-même, elle est traversée par des livres qui sont assez féroces. Qui a le droit de parler comment. C'est juste pour mettre là aussi un peu d'auto-réflexivité sur ce qu'on est en train de vivre. Et justement, je trouve que l'écriture de Sarah Ahmed ou Maggie Nelson, par exemple, des écritures plutôt queer, aussi interrogent la manière dont on parle de tout ça. C'est juste une manière de répondre à ma manière. Tout ça.
crois que voilà, on va conclure là-dessus. C'est la voix de la fin. Merci à tous et à toutes. C'était très intéressant et peut-être qu'on aura l'occasion de continuer à en discuter. Si l'espace est ouvert, je ne sais pas si ça ferme ou... Non, non, on reste ouvert. Voilà. Pour le pôle. Bah, parfait, comme ça on peut continuer les discussions. Voilà, de façon encore moins formelle, même si là j'aimais bien le format et je vous remercie d'avoir participé et d'avoir posé des questions, fait des remarques. Je trouvais ça intéressant aussi, ça c'était aussi de l'autoréflexivité sur le format de cette table ronde qui était véritablement ronde. Oui, c'est ça, voilà. Merci beaucoup. Merci.